C'est l'histoire d'un triangle amoureux qui tourne mal. L'histoire de deux femmes pour un seul homme. D'un côté, Jessie Travaglini, 28 ans, très jolie, mariée et à la carrière professionnelle prometteuse. De l'autre, Héloïse Bagnolini, une épouse discrète et sans histoire. Mais l'une de ces deux jeunes femmes va mourir. Que s'est-il passé ? Crime passionnel, accident ou meurtre de sang-froid ? La réponse sur fond de sexe et de jalousie dans cette nouvelle affaire de chronique criminelle. Automne 2013 à Aubignan dans le Vaucluse, une petite ville tranquille de 5000 habitants. C'est ici, au pied du mont Ventoux, que se sont installés il y a 3 ans Héloïse Bagnolini et Alain Castel. Alain Castel est ingénieur dans une entreprise d'agroalimentaire. Il gagne bien sa vie, il a une bonne situation. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Il semble très amoureux de sa femme. Ils ont cet enfant ensemble qui a 3 ans. Un couple, je dirais presque tragiquement banal. Et il ne semble pas qu'il y ait de problème au sein de ce couple. Dans ce couple, Alain, le papa, a une bonne situation. Alors ils ont décidé qu'Héloïse, la maman, arrêterait de travailler pour s'occuper du foyer et de leur enfant. Un couple uni et équilibré, et surtout très épris l'un de l'autre, selon Adélaïde, la sœur cadette d'Héloïse. Elle était très amoureuse de lui. Elle s'était moulée sur son rythme de vie, sur son travail. Elle l'attendait toujours pour dîner le soir, même s'il rentrait à 23h. Le 11 octobre 2013, comme tous les jours, Alain Castel est à son bureau dans une grande société d'agroalimentaire de la banlieue d'Avignon. Une journée comme les autres, jusqu'à ce coup de fil étrange en début d'après-midi. Alain Castel reçoit un message de l'école de son fils qui lui signale que l'enfant est resté à la cantine. C'est quelque chose d'assez inhabituel puisque sa compagne, Héloïse Bagnolini, n'a que ça à faire, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle ne travaille pas et elle s'occupe tous les jours d'accompagner son fils à l'école, de venir le rechercher. Tous les midis, Héloïse va chercher leur fils pour le déjeuner. Et jamais depuis 3 ans, elle n'a manqué ce rendez-vous. Cette absence ne lui ressemble vraiment pas. Quelques instants plus tard, Alain reçoit justement un message de sa femme. Elle l'informe qu'elle n'ira pas non plus chercher leur enfant à l'école en fin de journée. Sophie, la maman d'Héloïse, est la première surprise. Qu'elle ait laissé son fils à l'école et qu'elle dise qu'il fallait que quelqu'un aille le chercher, c'était l'opposé de tout ce qu'Héloïse pouvait faire. C'était pas possible. Son fils, c'était son fils. Elle aurait jamais laissé son fils. Pour rajouter à la confusion, un détail dans la formulation du message interpelle Alain. Sa compagne était toujours très douce dans sa façon de s'exprimer. Alexandra Bouillard, avocate de la famille de la victime. Elle se gardait toujours la précaution de terminer ses messages texto par des petits mots doux, des petites tendresses, alors que là, il reçoit des messages assez directifs et qui ne correspondent pas à la personnalité de sa compagne. Une froideur qui laisse Alain perplexe. Il ne reconnaît plus sa femme. Et quelques minutes plus tard, l'étonnement laisse place à la stupeur. Il reçoit un petit peu plus tard un SMS extrêmement inquiétant, là, parce que Héloïse, sa compagne, lui signifie qu'elle prend de la distance, qu'elle s'en va, qu'elle va réfléchir, qu'elle va faire le point. C'est quasiment un SMS de rupture. Héloïse serait donc en train de quitter le domicile conjugal. Alain part aussitôt de son bureau et se précipite chez lui, mais quand il arrive sur place, il est trop tard, Héloïse n'est plus là, et sa voiture non plus. Affolé, il appelle alors la meilleure amie d'Héloïse, Isabelle. Alain est inquiet.
Il se demande ce qui a pu se passer. Il se dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas? Elle est partie sur un coup de tête. Enfin, il se posait ces questions-là. Héloïse renvoie aux yeux de tous l'image d'une mère de famille comblée. Mais la réalité est en fait un peu plus complexe. En effet, d'après sa meilleure amie, la jeune maman ne va pas si bien que cela. Malgré le soleil du sud, la magnifique villa, la piscine, la jeune maman s'ennuie. Elle ne parvient pas à trouver sa place dans cette nouvelle région. Héloïse, c'est vrai qu'elle était beaucoup seule à la maison et ça lui était long. Et elle n'avait quand même pas beaucoup de connaissances dans le sud, elle n'avait pas lié beaucoup d'amitié, donc elle voyait peu de monde et les journées effectivement étaient longues. C'est quelqu'un qui n'aimait pas fondamentalement être seule, donc Héloïse semblait plus... Elle avait moins de joie de vivre. Je pense qu'elle avait un fond de tristesse en elle. Et petit à petit, son mal-être commence à peser sur le couple. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, dans leur couple. Elle m'en parlait assez facilement. Elle souffrait surtout du fait qu'ils ne recevaient pas spécialement beaucoup d'invités à la maison, des amis. Ils n'avaient pas du tout réussi à se créer des connaissances et des amitiés à Aubignan. C'était un couple assez fusionnel au tout début de leur histoire. L'arrivée de l'enfant a un petit peu compliqué les choses dans leur histoire de couple. Ils avaient moins d'intimité. L'ennui, la solitude, Héloïse sombre peu à peu dans la mélancolie. 10 jours avant, quand je suis descendue, on a parlé de nos années de jeunesse. On parlait de nos ex. Et elle m'a dit, effectivement, j'ai un ex qui me relance, c'était pas la première fois, qu'elle avait laissé il y a longtemps de ça. Et elle m'en avait parlé. Ce départ précipité ne lui ressemble vraiment pas. Alain pénètre dans la maison et son angoisse monte aussitôt d'un cran, car ce qu'il découvre n'est vraiment pas normal. La maison est ouverte, c'est-à-dire que la porte est refermée, mais elle n'est pas fermée à clé. Il ne trouve pas donc Héloïse dans la maison. Il constate un désordre apparent, c'est-à-dire que les courses qu'elle avait faites le matin sont encore entreposées dans la cuisine, elles n'ont pas été rangées. Chose très curieuse, elle a laissé le sac à main, le moyen de paiement, la carte bleue, la carte d'identité. Elle a laissé son trousseau de clés. Enfin, ce qu'une femme emmène en priorité lorsqu'elle s'en va. Donc pour un départ précipité comme elle semble l'avoir indiqué à son époux. Bertrand Pin, avocat du mari de la victime. Il y a des choses qui ne collent pas. Termine son inspection dans la salle de bain et dans la salle de bain apparaissent des traces de lutte. Le pommeau de douche est cassé, il se rend compte directement qu'il s'est passé quelque chose. Et à ce moment-là, il découvre des traces de sang. Il commence à envisager des hypothèses macabres. On peut imaginer qu'il y a eu une scène de violence dans cette salle de bain. Alain Castel, à partir de ces constatations, est terriblement inquiet. La présence de ces taches de sang dans la salle de bain, la disparition de ses affaires, ce départ précipité. Il est inquiet parce qu'il pense aussi que c'est peut-être un cambriolage qui a mal tourné, parce qu'ils avaient été cambriolés quelques temps plus tôt, 3 semaines avant, je crois. Il se demande si les cambrioleurs ne seraient pas revenus, et à ce moment-là, si elle n'a pas été enlevée. Enfin, toujours est-il qu'il y a une situation qui n'est pas normale, et à partir du moment où il considère que cette situation n'est pas normale, il alerte la gendarmerie. Et dans cette petite ville tranquille, les gendarmes prennent immédiatement très au sérieux la disparition de cette jeune femme apparemment sans histoire. Le parquet ouvre une information pour disparition inquiétante et les enquêteurs se rendent aussitôt sur place. Là, leur instinct leur fait redouter le pire. Au moment où les gendarmes mettent un pied dans la maison, ils prennent conscience qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et d'ailleurs, ils se rendront compte qu'il s'est passé quelque chose et on sent surtout qu'on a tenté de faire disparaître certaines traces.
La police scientifique est appelée en renfort. Elle passe la maison au peigne fin à la recherche du moindre indice. Pendant ce temps, Alain alerte la famille d'Héloïse qui se précipite sur place. C'est toujours choquant de voir que la police scientifique, je crois, enfin c'est des gens tout habillés, tout en blanc, etc., avaient déjà investi la maison. Sophie, mère d'Héloïse Bagnolini. Ça nous a à la fois rassurés mais inquiétés. Mais Alain et la famille d'Héloïse refusent d'imaginer le pire. Ils commencent à organiser les recherches pour retrouver la jeune mère de famille qui semble s'être volatilisée. J'ai commencé à faire tous les hôpitaux. J'ai téléphoné pour essayer de voir s'ils n'avaient pas récupéré quelqu'un accidenté, qu'elle aurait été choquée, qu'elle n'aurait pas pu téléphoner ou choses comme ça. Et puis, j'avais pas de réponse. J'ai appelé donc les amis d'Héloïse et on a fini par concevoir qu'en effet, tout le monde l'avait eu dans la semaine, qu'elle était en forme et que si elle avait eu un souci, elle aurait appelé l'un d'entre nous. Des SMS inhabituels, une disparition étrange et surtout ces traces de sang dans la salle de bain. Pour les enquêteurs, cela ne fait plus aucun doute. Il est arrivé quelque chose à Héloïse. Dès le soir même, ils commencent à interroger les proches, les uns après les autres. Quand on est arrivé, l'adjudante m'a pris de côté tout de suite pour savoir si, en tant que meilleure amie, elle aurait pu me donner d'autres informations par rapport à leur couple, par rapport à un éventuel amant ou quoi que ce soit. Nous, on n'y croyait pas du tout. Je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Adélaïde, sœur d'Héloïse Bagnolini. C'est pas normal que ma sœur laisse son fils à l'école. Le discours qui était de dire j'ai un coup de blues et je m'en vais, ça tenait absolument pas la route. C'était pas une impulsive qui pétait un câble, c'est pas son style du tout, c'est pas comme ça qu'elle était. Il est minuit. Cela fait maintenant 12 heures qu'Héloïse a disparu. Et toujours aucune nouvelle de la jeune femme. La nuit s'annonce longue et angoissante. Le lendemain matin, samedi 12 octobre 2013, la famille n'a pas dormi ou presque et tous continuent de chercher Héloïse. Mais pendant ce temps, à la gendarmerie, un événement va faire basculer l'affaire. À 10h du matin, l'un des gendarmes chargés de l'enquête reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, un collègue, un policier, qui lui raconte une histoire à peine croyable. Ce policier explique que son cousin, un certain Thierry Travaglini, l'a appelé pour lui dire que sa fille avait tué quelqu'un la veille. Et lorsque les gendarmes arrivent au domicile de Thierry Travaglini, ils vont trouver une jeune fille qui est en larmes. Elle s'appelle Jessie Travaglini. Elle a 29 ans. Et elle avoue spontanément avoir tué Héloïse Bagnolini. Elle dit qu'elle l'a placée dans le coffre d'un véhicule, du véhicule d'ailleurs d'Héloïse Bagnolini, et que le véhicule se trouve à environ 150 mètres du domicile de cette femme. Aussitôt, les enquêteurs partent à la recherche du véhicule. Et très vite, près d'un chemin situé derrière la maison du couple, ils découvrent effectivement la voiture d'Héloïse. La jeune femme a donc dit vrai. Reste maintenant à savoir si le corps d'Héloïse est bien à l'intérieur. Ils font le tour de la voiture, ils fouillent. Mélanie Ferralade, journaliste au journal La Provence. Ils ouvrent le coffre. Et effectivement, dans le coffre de ce véhicule, on retrouve le cadavre d'Héloïse Bagnolini. Elle a les mains et les poignets attachés par des liens en plastique, du Serflex. Et il retrouve aussi 2 valises remplies de vêtements. L'enquête peut commencer. Mais d'abord, il faut prévenir les proches d'Héloïse. C'est le déni, quoi. C'est vraiment le... On peut pas imaginer que ça puisse nous arriver à nous. On sait bien qu'il y a... Voilà. Ouais. D'apprendre le décès, de toute façon, à partir de ce moment-là,
qu'il aurait bien pu se, comme je disais, il aurait bien pu se passer n'importe quoi. J'avais plus ma sœur, c'était le vide, quoi. Je comprenais pas, je pouvais pas comprendre, je pouvais pas l'admettre, c'est pas possible. C'est pas possible. On vous balance ça comme ça, pouf. Non, juste c'est pas possible. Pour Alain, le cauchemar continue. Mon client, il est abasourdi, il est effondré. Ce qu'il envisageait depuis la veille au soir, on vient de lui avouer. Avec la fatigue d'une nuit où vous envisagez tout ce qui peut arriver, voilà, vous avez quelqu'un qui est totalement effondré, qui doit désormais l'annoncer à son fils, qui a à ce moment-là l'aide de ses parents qui sont restés à son domicile, mais quelqu'un qui est totalement désemparé. Pour les gendarmes, c'est une nouvelle enquête qui commence. Pour quelles raisons Jessie Travaglini, cette jeune femme de 30 ans, mère d'un petit garçon elle aussi, et inconnue des services de police, aurait-elle éliminé une autre mère de famille? Et quel est le lien entre ces deux femmes? Jessie est aussitôt placée en garde à vue, et très vite la jeune femme fait aux gendarmes une révélation capitale. Elle a bien un lien avec la victime, et ce lien, c'est Alain, le mari d'Héloïse. Tous les deux travaillent dans la même société. Mais ça n'est pas tout. Il se trouve que Jessie Travaglini est la maîtresse d'Alain Castel, c'est-à-dire du compagnon d'Héloïse Bagnolini, depuis 3 ans. Les enquêteurs interrogent aussitôt le mari de la victime. Et Alain se montre très coopératif. Oui, il avait bien une relation extra-conjugale avec cette Jessie Travaglini, mais non, il n'a rien à voir avec le meurtre de sa femme. D'ailleurs, à l'heure du crime, peu avant midi, il était au travail à son bureau. Ses collègues peuvent en attester. Très très rapidement, et d'ailleurs ça ressort de la procédure. Bertrand Pin, avocat du mari de la victime. À aucun moment, les enquêteurs n'ont pu imaginer un rôle joué par mon client dans le décès de son épouse. Ça a été écarté immédiatement. Dès l'après-midi, il les a alertés sur ce qui lui semblait curieux. Cela n'a pas été envisagé une seule seconde dans ce dossier. Pour les enquêteurs, une piste évidente se dessine alors, celle d'une maîtresse amoureuse qui aurait voulu prendre la place de l'épouse légitime. Et pour comprendre comment cette jeune femme élégante a pu se métamorphoser en tueuse, ils vont se pencher sur la personnalité de Jessie Travaglini. Jessie Travaglini a eu une enfance un peu calamiteuse. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Des parents dépressifs ou très jeunes, elle a dû prendre en charge des responsabilités qu'elle n'était pas en âge d'avoir, et elle l'a fait. Ça a été difficile, mais elle a vraiment une vie dure, une vie compliquée. Pour échapper à cette vie difficile, Jessie se met en couple avec Jean-François, un passionné de rugby. Il a 21 ans, elle à peine 16. Probablement a-t-elle choisi cet homme pour venir en palliatif du papa qu'elle n'a pas eu, ou du père qui n'a pas pu jouer son rôle de père. Louis-Alain Lemaire, avocat de Jessie Travaglini. Et elle s'est donc trouvée à la recherche d'un homme auprès duquel elle pouvait un peu se reposer et mettre sa tête sur son épaule. Jessie et Jean-François se marient rapidement et après quelques années de vie commune, ils ont un petit garçon. Jessie pense avoir trouvé le mari idéal, celui qui lui offrira la vie dont elle rêve. Mais elle déchante rapidement. Malheureusement, là encore, pas de chance pour cette pauvre Jessie Travaglini, qui va se trouver confrontée à un homme qui va absolument pas assurer son rôle de mari et d'époux dans la maison. Et c'est elle qui va devoir tout organiser, s'occupant de tout, et de son petit garçon, bien entendu, son mari préférant, à mon avis, s'occuper plus de son club de rugby que finalement de son foyer. Le couple commence à vaciller. Jessie s'ennuie. Elle ne trouve pas au sein de son foyer la reconnaissance dont elle a besoin. Alors, pour compenser, elle va se jeter à corps perdu dans son travail. Jessie est assistante aux ressources humaines. Elle s'investit sans compter.
la jolie blonde se fait rapidement remarquer. Il y a les gens qui la trouvent très très bonne, exceptionnelle sur le plan de travail, très sérieuse, réussissant tout ce qu'elle entreprend et pleine d'ambition. Et puis d'autres qui l'ont considérée un peu comme intrigante. Il y en a même certaines qui parlent de manipulatrice. On est vraiment sur quelqu'un qui a une grosse ambition professionnelle, un gros besoin de reconnaissance. Alexandra Bouillard, avocate de la famille de la victime. Et pour ses managers, pour sa direction, ça occasionne beaucoup de difficultés de gestion. On est sur de la gestion de conflits sociaux très régulièrement. Elle agace les femmes et elle plaît aux hommes. Elle agace les femmes de l'entreprise parce qu'elle est très belle, parce qu'elle s'habille sexy, les autres voient bien que les hommes sont à la regarder un peu, voilà. Et professionnellement, elle ne ménage pas ses efforts, elle travaille beaucoup. Un décalage qui va faire que Jessie Travaglini va être terriblement attirée par cet homme. À cette époque, 3 ans avant le drame, Alain Castel traverse un moment de flottement dans son couple. Et lui non plus n'est pas insensible au charme de cette femme que tous les hommes convoitent. Un jour, leur relation bascule. Jessie et Alain cèdent à leur désir. Alain Castel est un homme de principe. L'idée de tromper sa femme le dérange. Et en même temps, il est très attiré par Jessie Travaglini. Donc il met des bornes, il met des limites. Et c'est à ce moment-là que cet homme a eu cette attitude absolument curieuse, c'est le moins qu'on puisse dire, et je crois que c'est un euphémisme, de proposer à Jessie Travaglini une charte. La charte était la suivante: nous avons des relations, mais nous n'avons jamais une relation sexuelle jusqu'au bout. Alors il y aura des caresses, il y aura des fellations, enfin un certain nombre de choses, mais pas d'acte sexuel lui-même. Ça, c'est absolument interdit. Autre règle de cette charte, jamais de rendez-vous dans leurs foyers respectifs. Leurs ébats auront lieu dans le parking de l'entreprise. Dernier détail, c'est toujours Jessie et jamais lui qui devra prendre l'initiative. C'est la règle qu'avait imposée mon client, non pas pour se déculpabiliser, mais pour avoir l'impression de tromper un peu moins son épouse. Il est vraiment, il est sur la ligne jaune, il la trompe, c'est clair, mais il essaye de le faire dans son esprit proprement, il essaye de se donner bonne conscience. Il y a sûrement quelque chose d'un peu pervers dans leur relation. Laurent Pénard, deuxième avocat de la famille de la victime. Y compris sur le plan sexuel, parce qu'ils nous racontent tous les deux, moi ça m'a fait beaucoup sourire, ça, qu'ils ne sont jamais allés au bout. Ce qui n'a aucun sens. Le fait de se faire des fellations dans une voiture, c'est déjà aller bien au bout quand même. Il finissait peut-être par la rendre folle. Jouer à ce petit jeu de caresses, non, on ne va pas au-delà, là on s'arrête là maintenant. Ça a dû probablement, à un moment donné, la rendre folle. Pourtant, cette relation peu banale va durer 3 ans. 3 longues années qui peu à peu vont rendre la jeune femme de plus en plus frustrée, de plus en plus en demande. Marilyn est sa meilleure amie. Elle dira de façon claire et non équivoque que Jessie était éperdument amoureuse d'Alain Castel sur les derniers temps de leur relation et qu'elle ne supportait plus cette charte instituée par lui et qu'elle était devenue omnibulée par cet homme et déterminée à le faire craquer, déterminée à ce qu'il tombe amoureux d'elle. Durant son interrogatoire, Alain révèle qu'avec le temps, la jeune femme était devenue envahissante, étouffante même. En fait, il n'en pouvait plus. Elle va s'imposer dans sa vie, si je puis dire. Elle va fréquenter les mêmes restaurants que lui. Elle va même prendre le même ostéopathe que lui. Elle va racheter sa voiture. Et elle roule donc avec le véhicule dans lequel ils ont eu leur fameux ébat dans le parking de l'entreprise. Elle avait organisé une semaine de vacances exactement dans la même station qu'Alain Castel, à telle enseigne qu'ils se sont retrouvés sur la même piste de ski. Donc, c'est quasiment du harcèlement, c'est-à-dire qu'elle le piste, elle le suit, elle fait une véritable intrusion, elle rentre par effraction dans sa vie, elle est tout le temps là.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alain Castel va jouer avec Jessie Travaglini. Louis-Alain Lemaire, avocat de Jessie Travaglini. Alors venir aujourd'hui dire moi je voulais pas, c'est elle qui m'a harcelé. Attendez, monsieur Alain Castel est ingénieur des arts et métiers, un homme qui a un statut social, qui a une fonction dans sa boîte qui est importante. Vous n'allez pas me dire s'il avait voulu vraiment mettre un terme, il pouvait mettre un terme évidemment à la relation avec Jessie Travaglini. 3 ans après le début de leur relation, Alain tente de prendre ses distances avec Jessie. Leur 5 à 7 se raréfie, mais à chaque fois, il succombe de nouveau au charme de la jolie jeune femme. À l'été 2013, 2 mois avant le crime, Jessie obtient enfin ce qu'elle attend depuis si longtemps. Profitant de l'absence de sa femme, Alain invite Jessie Travaglini à le rejoindre chez lui, dans sa maison. Et ça, c'est une vraie erreur parce qu'il fait rentrer sa maîtresse dans son intimité. Il n'y a pas eu d'acte sexuel complet, mais il y a eu encore les caresses, les attouchements, tout ce que l'on peut imaginer, sauf d'acte sexuel complet, bien entendu. Et c'est, à mon avis, un des éléments qui ont perturbé gravement Jessie Travaglini. Probablement que dans l'esprit de Jessie, l'esprit peut-être un petit peu fatigué de Jessie, c'est une symbolique qui est importante. Elle va se sentir un petit peu comme la remplaçante. Mais la soirée ne va pas du tout se dérouler comme elle l'imaginait. Ce qu'elle pensait être un moment privilégié, une preuve d'amour de la part d'Alain, s'apparente plutôt à un cadeau d'adieu. Il va lui dire qu'il veut un autre enfant avec Héloïse. Il va lui dire qu'il va quitter la région pour aller s'installer en Bretagne. Contre toute attente, il va lui signifier la rupture, en quelque sorte. Et ça signe la mort d'Héloïse Bagnolini, à mon avis. Ça signe. Parce que ça, elle l'a pas supporté. Elle est amoureuse folle de ce garçon. Elle veut faire sa vie avec lui, monter dans la hiérarchie sociale et professionnelle avec lui. Qu'est-ce qui empêche ça? Ce qui empêche ça, c'est Héloïse Bagnolini, le fait qu'il veuille faire un 2e enfant, et le fait qu'il veuille déménager. Pour les enquêteurs, l'affaire semble entendue. Le meurtre d'Héloïse est un crime passionnel. Mais quelqu'un va venir contester cette hypothèse, et pas n'importe qui, Jessie Travaglini en personne. Pendant sa garde à vue, la jeune femme l'affirme haut et fort aux enquêteurs, elle n'était pas amoureuse d'Alain Castel. Est-ce qu'elle souhaitait quitter son mari et devenir Madame Castel? Très franchement, elle dit non. Elle dit non. Beaucoup de ses amis, et notamment sa meilleure amie, dit qu'effectivement, elle lui avait dit qu'elle souhaitait que si Alain Castel était d'accord, elle se serait mise avec lui. Mais elle dit que non. Jessie explique alors aux enquêteurs que puisqu'elle n'était pas amoureuse d'Alain Castel, elle n'avait aucune raison de supprimer sa supposée rivale. Le meurtre ne serait en fait qu'un accident, une bagarre qui aurait mal tourné. Jessie Travaglini explique que dans la nuit du 10 au 11 octobre, elle reçoit au milieu de la nuit, vers 2h, 3h du matin, elle reçoit un message provenant d'Héloïse Bagnolini. Héloïse Bagnolini lui disait en substance « Je sais la relation que tu entretiens avec mon mari, je voudrais que tu passes à la maison pour qu'on ait une explication toutes les deux. » Jessie se serait donc rendue chez Héloïse à la demande de la victime. Quand elle arrive sur place, la mère de famille est dans sa cuisine. Elle l'attend. Jessie Travaglini explique que très vite le ton est monté. Héloïse Bagnolini l'a giflé. Donc, très vite, une rixe en fait éclate entre les deux femmes. Jessie affirme que la seule possibilité qu'elle avait alors, c'était de fuir dans le couloir. Elle va actionner toutes les poignées de porte qu'elle va trouver pour se réfugier dans la salle de bain. À un moment, elle se retrouve en difficulté, Jessie Travaglini. Elle explique qu'Héloïse a pris le dessus,
qu'Héloïse la frappe, la repousse assez violemment et que sa tête heurte la baignoire. Elle est à moitié sonnée, elle sent que l'autre est déterminé à aller jusqu'au bout de cette bagarre et que pour sauver sa peau, quelque part, elle réussit à retourner la situation, attraper Héloïse à un moment donné, la plaquer au sol, se mettre à genoux dessus. Et puis elle ne voit pas d'autre solution que, pour sauver sa propre vie, que de passer une serviette de bain qu'elle avait torsadée autour du cou et de serrer. Jessie s'aperçoit qu'Héloïse ne respire plus. Elle décide alors de chercher des liens pour lui attacher les mains. Et tout de suite, elle décide de faire croire à sa disparition volontaire. Elle prépare des valises pour faire croire à une fugue. Jessie Travaglini explique aux enquêteurs que devant le cadavre d'Héloïse, elle a paniqué. Mais au lieu d'appeler les gendarmes, elle a décidé de tenter de camoufler son crime. Elle appelle l'école en se faisant passer pour sa victime et prévient qu'elle ne peut pas venir chercher le petit garçon. Puis toujours avec le téléphone de sa victime, elle envoie les fameux SMS à Alain Castel où elle explique vouloir prendre du recul. Elle va également tout nettoyer dans la maison, effacer quelques traces. Mélanie Ferralade, journaliste au journal La Provence. Elle raconte ensuite qu'elle a tiré son corps par les pieds jusqu'au coffre de sa voiture. Et puis elle va garer la voiture de celle qu'elle vient de tuer à 150 mètres de là où elle avait d'ailleurs garé sa propre voiture en arrivant. De là, elle rejoint les rives du Rhône et fait disparaître tous les objets qui permettraient de remonter jusqu'à elle. Elle va se débarrasser de la serviette, qui est l'arme du crime. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Elle va jeter les clés du pavillon. Elle va également jeter les bips à la fois de l'alarme et du portail. Et elle va jeter également le téléphone portable. Jessie aurait donc paniqué et tout cela ne serait qu'un terrible accident. Elle n'a jamais voulu la mort d'Héloïse. Elle est désolée de ce qui est arrivé, mais ce n'est pas elle qui a commencé. Elle va immédiatement indiquer qu'elle n'a fait que se défendre. Elle dit qu'elle a eu peur et qu'elle a eu tellement peur qu'elle a senti qu'elle allait elle-même être victime de violences tellement lourdes qu'elle a trouvé une seule solution, c'est de d'étrangler Héloïse en ne pensant pas tout de suite qu'elle l'avait tuée. À ce stade de l'enquête, impossible pour les gendarmes de savoir si Jessie Travaglini dit la vérité. Une seule solution, vérifier point par point ses affirmations. Le lieu du crime d'abord. Les experts sont formels. Le meurtre a bien eu lieu dans la salle de bain. Le légiste confirme ensuite qu'Héloïse a bien été étranglée. Il relève également de nombreuses ecchymoses sur le corps de la victime, comme après une bagarre. Autant d'éléments qui semblent accréditer la version de Jessie. À la fin de la garde à vue, les enquêteurs n'ont qu'une seule certitude. Jessie Travaglini a bien tué Héloïse. Mais l'enquête n'en est qu'à son début. En attendant, la jeune femme est mise en examen pour homicide volontaire et écrouée. De leur côté, les proches d'Héloïse sont révoltés. Pour eux, la version de Jessie Travaglini n'est qu'un tissu de mensonges, à commencer par ce soi-disant rendez-vous entre les deux femmes. Je pense pas que ma sœur était au courant de cette relation, pas du tout. Adélaïde, sœur d'Héloïse Bagnolini. Elle nous en a jamais parlé, elle en a parlé à personne et pourtant voilà, dès qu'il y a eu des coups durs, elle nous a quand même toujours dit ce qui se passait.
Même si elle avait appris la liaison entre Alain et Jessie. Isabelle, meilleure amie de la victime. Je pense que franchement, elle en aurait parlé à Alain. Généralement, on règle ses comptes avec son mari plutôt. Ne vous engagez pas avec l'idée de faire un deuxième enfant avec quelqu'un dont vous sauriez pertinemment qu'il a une relation extra-conjugale. Je veux dire, ça, c'est pas... Sophie, mère d'Héloïse Bagnolini. Je pense que dans l'approche intellectuelle d'Héloïse, ça n'aurait pas été quelque chose d'envisageable. Autre incohérence, selon la famille, le jour du meurtre. La victime avait 1000 choses à faire. Pourquoi aurait-elle en plus demandé à la maîtresse de son mari de venir s'expliquer alors qu'elle n'avait pas une minute à elle? On sait ce jour-là que Héloïse attend ses beaux-parents, qu'elle doit ranger sa maison, qu'elle est allée faire ses courses. Elle revient des courses au moment où Madame Travaglini arrive. Il est exclu qu'elle ait donné un rendez-vous comme ça, alors que le repas qui n'était pas préparé, et qu'elle avait l'habitude de préparer le repas de son petit avant d'aller le chercher à l'école à 11h ou 11h30, très tôt, pour le faire manger à la maison. C'était l'habitude de la maman et de son petit de faire comme ça. Laurent Pénard, deuxième avocat de la famille de la victime. Donc c'était exclu qu'elle ait donné un rendez-vous à ce moment-là. Ça n'a pas de sens. Quand on connaît la vie très réglée d'Héloïse Bagnolini, ça n'a pas de sens. Dans ses aveux, Jessie décrit une Héloïse agressive qui aurait porté les coups la première, à l'opposé du portrait dépeint par la famille. Du début à la fin de ce qu'elle raconte, je crois pas un mot de ce qu'elle dit. Ma sœur n'a pas pu l'inviter chez elle. Déjà, c'est pas du tout dans son caractère de provoquer des conflits. C'est pas dans sa personnalité, c'est pas son style. Jessie dit que c'est Héloïse qui l'a frappé en premier. Héloïse frapper quelqu'un, pour moi, c'est impossible. Je sais même pas si j'ai déjà vu s'énerver. Donc après, effectivement, en apprenant ce genre de choses, on a le droit d'être énervé, mais de là à taper, pour moi, c'est pas possible que ce soit de la légitime défense. Pour la famille de la victime, rien ne tient dans la version de Jessie. Mais les enquêteurs, eux, s'en tiennent aux faits. Et méthodiquement, ils continuent leur vérification. Dans son témoignage, Jessie Travaglini affirme avoir reçu un coup sur la tête en se défendant. Les gendarmes la font alors examiner par un expert. Et les résultats sont formels. Il n'y a aucune trace de coup sur le corps de Jessie Travaglini. Alexandra Bouillard, avocate de la famille de la victime. Jessie n'a aucune trace, ne présente aucune trace de lutte. Et c'est dire que, bien évidemment, la bagarre, parce qu'elle a présenté une bagarre, mais il n'y avait pas de bagarre en réalité. Il y a eu une agression unilatérale contre Héloïse qui n'a pas pu se défendre. La thèse de la légitime défense d'une mort accidentelle, comme le soutient Jessie, commence à se fissurer. Et les conclusions des médecins légistes enfoncent encore un peu plus le clou. L'expert a été très précis. Il a expliqué qu'il fallait, si l'on se sert d'une serviette, lacérer le cou et exercer une pression continue pendant au minimum 5 minutes sans relâcher, en indiquant que sur les dernières minutes de l'étranglement, la personne suffoquée avait des mouvements agoniques et que c'était une scène profondément choquante. Mais ce qui intrigue vraiment les gendarmes, c'est moins la scène de crime elle-même que le comportement de Jessie après le meurtre. Un comportement digne d'un tueur au sang-froid. Les enquêteurs découvrent qu'à peine 2 heures après le crime, Jessie passe tranquillement l'après-midi avec sa meilleure amie. Puis, comme si de rien n'était, elle participe à une soirée poker-pizza avec son conjoint et des amis. Le soir des faits, Jessie Travaglini aura une attitude normale. Alors certains décriront une dame près de son fils, comme si elle était consciente de vivre les derniers moments avec son enfant, mais quelqu'un qui n'est pas effondré, quelqu'un qui va manger, quelqu'un qui va boire quelques verres. Bertrand Pin, avocat du mari de la victime. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui a enlevé la vie par accident, parce que c'est ce qu'elle indique. Est-ce que vous avez de l'appétit? Est-ce que vous êtes capable de boire un verre, de manger des pizzas avec vos amis et de faire comme si de rien n'était ce soir-là, alors que vous avez un cadavre dans un coffre à 3 km de là, et que votre vie, forcément, va prendre une mauvaise tournure? Moi, je crois que, finalement, Jessie Travaglini n'est pas du tout mature, en fait. Louis-Alain Lemaire, avocat de Jessie Travaglini. Est-ce qu'elle n'a pas voulu faire comme si rien ne s'était passé? Comme si dans sa tête,
on nie comme l'enfant qui vient de commettre une bêtise. Ah mais non, c'est pas vrai, c'est un mauvais rêve, c'est pas vrai, c'est pas passé. Le lendemain matin, Jessie se rend chez les seules personnes en qui elle a vraiment confiance, ses parents. Et elle ne semble toujours pas décidée à se rendre, bien au contraire. Le lendemain, elle est arrivée en pleurs chez ses parents. Laurent Pénard, deuxième avocat de la famille de la victime. Et on est sûr d'une chose, c'est que les premiers mots qu'elle a dit, j'ai fait une grosse bêtise, etc., j'ai tué quelqu'un, mais aidez-moi, il faut m'aider à cacher le corps. Donc la première idée qu'elle a, c'est pas l'idée d'aller se rendre, c'est l'idée de se faire aider par ses parents pour essayer de trouver une solution pour faire disparaître complètement le corps dont on sait qu'elle l'a placé dans une voiture, dans le coffre, à quelques encablures de la maison d'Héloïse. Mais ses parents refusent et ils finissent par la convaincre d'avouer son crime. C'est à ce moment-là que son père appelle la police. Jessie est arrêtée quelques heures plus tard. Devant les enquêteurs, Jessie maintient sa version. Il s'agit d'un accident. Elle n'avait pas l'intention de tuer Héloïse. Mais les gendarmes, eux, sont maintenant convaincus qu'elle ne dit pas toute la vérité. À commencer par la raison qui l'aurait poussée à se rendre au domicile de la victime. Jessie affirme avoir reçu un message d'Héloïse la veille du meurtre. Les experts analysent son téléphone à la recherche de ce fameux SMS et les résultats, là encore, ne laissent pas de place au doute. Il n'a pas été confirmé. D'abord parce qu'Héloïse n'avait absolument pas les coordonnées de Jessie. Alexandra Bouillard, avocate de la famille de la victime. Ensuite, parce que des enquêtes ont été menées, des expertises approfondies ont été menées sur la téléphonie et qu'il n'y a jamais eu de message. Donc cette communication n'a pas existé. On fait un premier constat, c'est qu'elle n'était pas la bienvenue et qu'elle s'est présentée par surprise. Un incroyable sang-froid après le meurtre, des preuves jetées à la rivière et des mensonges contredits par des relevés de téléphone. Pour les gendarmes, difficile de croire qu'il s'agit d'un simple accident qui aurait mal tourné. Et un nouvel élément va les convaincre que la jeune femme aurait en fait prémédité son meurtre. Le jour où Héloïse va mourir, 3 semaines avant, je dis bien 3 semaines avant, Jessie Travaglini avait posé une journée de RTT. S'agissant de cette RTT posée, ce qui a interpellé également les enquêteurs et le juge d'instruction, c'est qu'elle n'est pas jugée utile d'en parler à son mari, qu'elle ne travaillait pas ce jour-là. C'est-à-dire que son mari la voit partir le matin au travail, alors qu'en réalité, elle ne va pas du tout au travail. Donc c'est qu'elle avait bien quelque chose derrière la tête et qu'elle avait besoin de cette journée de liberté, entre guillemets, pour faire quelque chose de bien précis. Pour les gendarmes, cette journée de congé posée dans le plus grand secret, c'est la preuve que Jessie avait en fait tout prévu, qu'elle avait prémédité le meurtre d'Héloïse. Une dernière découverte lors d'une perquisition va renforcer leur conviction. Les gendarmes vont découvrir dans un tiroir fermé à clé l'emballage d'un taser. Un taser, c'est une arme d'autodéfense. Elle ne tue pas, mais c'est une arme très puissante. Elle envoie une impulsion électrique qui permet de paralyser n'importe qui pendant plusieurs secondes. Le taser a été acheté 3 semaines plus tôt et elle va acheter cet appareil pour neutraliser un adversaire avec une décharge électrique. Elle va acheter cet appareil à 60 km de son lieu de vie. Elle pouvait le trouver à côté de chez elle. Il y a des armuriers à Avignon, connus, ayant pignon sur rue. Elle est allée complètement au nord du département, à la limite de la Drôme, chercher son choker. Bizarre. Ça veut dire en gros qu'elle n'a pas du tout envie qu'on découvre spontanément qu'elle a été acheter cette arme, parce que c'est une arme qui permet de neutraliser un adversaire. Lorsque les gendarmes l'interrogent sur l'utilité de ce taser, elle dit qu'elle craignait une agression. Elle craignait à son domicile un homejacking. Et que c'est son mari, d'ailleurs, qui lui avait conseillé d'acheter un taser. Sauf que le mari, quand il a entendu sur ce point, ils n'ont pas eu le temps de se mettre d'accord, et pour cause. Lui, il dit le contraire. Il dit non, moi j'ignorais complètement l'existence de ce taser. Jessie Travaglini reconnaît qu'elle est bien partie chez Héloïse avec cette arme, mais elle jure qu'elle ne s'en est pas servie.
Sur le corps de la victime, aucune trace. Pour savoir la vérité, il faudrait analyser le fameux taser, mais celui-ci a disparu. Lorsqu'on lui demande d'ailleurs où se trouve ce taser, elle expliquera qu'elle l'a acheté dans le Rhône avec toutes les affaires qui sont compromettantes dans ce dossier criminel. Donc ça veut dire quand même que quelque part ce taser a servi à l'agression, sinon il n'y a pas de raison de s'en débarrasser. Mais là encore, c'est la preuve, l'ultime preuve de l'existence d'un mensonge supplémentaire. Et ça fait beaucoup de mensonges dans ce dossier quand même. La justice décide alors de requalifier les charges qui pèsent contre Jessie Travaglini. Elle est maintenant officiellement accusée d'assassinat, c'est-à-dire d'avoir organisé de sang-froid le meurtre d'Héloïse. Elle a démontré dans toute sa vie qu'elle était parfaitement contrôlée, qu'elle ne faisait pas des choses par hasard, y compris dans sa vie professionnelle, sexuelle, etc. Laurent Pénard, deuxième avocat de la famille de la victime. Donc elle est organisée. Elle prémédite l'opération parce que le faux coup de téléphone, le choker, les serflex, le RTT pris pour la journée. Toute cette organisation fait qu'on voit bien que c'est prémédité. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. On lui reproche désormais des faits qualifiés d'assassinat, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec la préméditation. Bertrand Pin, avocat du mari de la victime. Elle encourt à ce moment-là la réclusion criminelle à perpétuité, alors que jusqu'à présent, elle n'encourait qu'une peine maximale de 30 années de réclusion pour l'homicide volontaire. Tout semble accuser Jessie Travaglini. Mais la jeune femme, elle, s'accroche à sa version. C'est un accident, clame-t-elle. Et si elle a cherché à faire disparaître les preuves, c'est simplement qu'elle avait peur. Ce qui me gêne dans ce dossier, c'est qu'à cause de ce qui s'est passé après, on essaie de déterminer ce qui s'est passé avant ou quelles étaient ses intentions. Louis-Alain Lemaire, avocat de Jessie Travaglini. Elle n'a, moi à mon sens, jamais voulu tuer Héloïse Bagnoli. Depuis le début de l'affaire, Jessie Travaglini n'a pas changé de version. Mais c'est maintenant le jury de la cour d'assises qu'elle va devoir tenter de convaincre. 2 ans et demi plus tard, le 1er février 2016, à Avignon, le procès de Jessie Travaglini s'ouvre devant la cour d'assises du Vaucluse. Au cœur de cette histoire d'adultère qui passionne la presse, Alain Castel, un homme convoité par 2 femmes. Aujourd'hui, il est à la fois l'amant de l'accusé et le veuf de la victime. Dans la salle d'audience, tous les regards se tournent vers Jessie Travaglini, debout au fond du box des accusés. La jeune femme, les traits tirés, semble éprouvée par 2 ans et demi de détention. Bonjour à tous, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Tout le monde attend que Jessie s'explique sur les zones d'ombre de cette affaire, à commencer par la mère d'Héloïse, qui ne la quitte pas des yeux. C'est la première fois que je la visualisais. J'ai vu en face de moi une personne qui avait été capable d'étrangler ma fille, capable d'étrangler ma fille. Mais imaginez dans quel état vous pouvez être quand vous avez en face de vous un personnage comme ça. C'est juste pas imaginable. Dès le premier jour du procès, Jessie Travaglini donne le ton. Alors que tout le monde espère un mea culpa, la jeune femme campe sur sa position, celle d'un tragique accident. Elle ne pouvait pas se défendre, comme elle aurait probablement souhaité le faire, parce qu'elle était malheureusement sous tranquillisant, certaines difficultés d'élocution. Ne répond pas forcément aux questions qu'on lui pose et elle va avoir une attitude de défiance quasiment tout au long de cette audience qui la rend finalement très antipathique. J'avais en face de moi un monstre d'indifférence, un monstre d'égoïsme, de recentrage sur elle-même. J'ai eu beaucoup de colère envers elle. Elle a maintenu et soutenu l'insoutenable. Tous les experts disent que toutes ces histoires ne tiennent pas la route, dont le médecin légiste, les experts téléphone, les experts je sais pas quoi. Tout le monde a pris tous ces arguments un par un en disant c'est pas possible.
et qu'elle maintient sa version, je trouve ça quand même vraiment... Elle a proféré trois mots d'excuses qui n'avaient aucune sincérité, elle aurait mieux fait de se taire, ça servait à rien. Une attitude froide et distante, des explications hasardeuses, tout semble accabler Jessie Travaglini. Mais alors que son sort paraît scellé, son avocat retourne en sa faveur l'un des éléments clés de l'accusation, le fameux taser. Car juridiquement, le taser est une arme de défense et pas une arme susceptible de donner la mort. Et pour l'avocat, cela change tout. Elle arrive au domicile d'Héloïse Bagnolini sans arme létale. Ça fait échec, à mon avis, de façon totale à la notion d'assassinat. Parce que si elle vient pour assassiner quelqu'un, elle arrive avec un revolver, avec un couteau, avec un marteau, avec du poison, avec quelque chose. Or, elle arrive les mains dans les poches. Donc, elle ne veut évidemment pas tuer Héloïse Bagnolini. C'est la grande théorie de la défense de Jessie Travaglini. Il ne peut pas y avoir de préméditation parce qu'il n'y a pas d'arme. Ça n'a pas de sens. On peut préméditer un crime et pas avoir d'arme sur soi et en trouver une d'opportunité. On peut avoir envie de tuer quelqu'un en se disant « je trouverais bien un moyen de la tuer sur place ». Préméditation ou accident ? Le procès se termine après 3 jours de débats éprouvants et le verdict va réserver des surprises. Le jury estime qu'il n'y avait pas préméditation, Jessie échappe à la perpétuité. En revanche, fait rarissime, elle écope de la peine maximale prévue pour un homicide volontaire, 30 ans de réclusion criminelle. Il n'y a pas eu de véritable réaction, elle a été abasourdie, Jessie Travaglini n'a pas véritablement réagi, elle a encaissé, j'ai envie de vous dire presque comme si elle s'y attendait. Je pense qu'au fond d'elle, elle savait que la partition qu'elle avait livrée durant ces 3 jours de débat était désastreuse. Depuis le départ, elle n'avoue pas qu'elle était peut-être prête à tuer par amour et à faire disparaître sa rivale pour profiter pleinement de cet amour-là. À partir du moment où elle ne nous explique pas que c'est un crime passionnel, c'est normal qu'elle irrite tout le monde. Et que la cour d'assises s'énerve finalement, parce qu'on ne la croit pas. Et que sa mauvaise foi se retourne contre elle, et c'est pour ça que la cour lui a infligé une peine lourde. Pour les proches d'Héloïse, cette lourde sentence n'enlève pas la douleur qu'ils ressentent depuis la mort de la jeune femme. Moi, j'en suis à un stade où j'entends Héloïse hurler la nuit, où je la vois mourir à petit feu, où je la vois suffoquer. Voilà, ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai ça dans la nuit constamment. J'arrive pas à faire autrement. C'est juste ma fille qui a perdu la vie. Tout ça, pourquoi ? Pour une histoire de sexe. Mais c'est ridicule, c'est juste ridicule. Le fait qu'un être humain puisse tuer un autre humain, c'est ça qui me... Comment elle a pu prendre la vie de ma sœur. Elle représente vraiment le mauvais côté de l'humanité que j'avais même pas envie de voir, quoi. Que je voulais même pas... Je savais que ça existait, mais c'est une personne qui a décrété qu'elle voulait éliminer une autre personne. Une nana de 30 ans, qui avait tout pour elle, qui était quelqu'un d'aimant, quelqu'un d'aimé, et il a fallu qu'elle tombe sur cette personne-là qui a décrété qu'elle voulait lui prendre sa place, quoi. Jessie Travaglini a fait appel de sa condamnation à 30 ans